Je m'appelle Kualoa Omanawanui et je viens de Hawaï. Je suis née sur l'île de Oahu et j'ai été élevée sur l'île de Kauai. Je suis Hapa, ce qu'on appelle un métis dans la langue de Hawaï, mais j'ai été élevée dans une famille et dans une culture essentiellement hawaïenne. Et c'est ce qui ressort le plus dans mon éducation et c'est ce qui a éveillé ma conscience politique. Hawaï s'est formé sur une base de constitution monarchique en 1840 et cela a duré jusqu'en 1893, jusqu'à ce que des hommes d'affaires européens et américains viennent renverser le gouvernement de façon illégale. Hawaï est devenu un territoire en 1900 et en 1959, Hawaï est devenu le 50e État des États-Unis. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de mécontentement de la part de la communauté hawaïenne parce que l'illégalité de cette prise de pouvoir n'a jamais été vraiment avouée. Il était hors de question pour nous qu'on nous laisse le choix de redevenir indépendants. Et beaucoup d'Hawaïens et d'universitaires investis dans les sciences politiques et le droit se sont depuis ce temps-là investis dans la lutte indépendantiste. Et en faisant des recherches et en montrant à travers les lois internationales, à l'époque de la prise de possession, ce qui est arrivé en fait à Hawaï était illégal au regard des lois européennes et américaines. Nous ne sommes pas un territoire colonisé, mais un territoire occupé, qui avait un gouvernement indépendant et souverain. Les natifs d'Hawaï constituent 20% de la population totale de l'archipel. Et bien sûr, faisant partie des États-Unis, Hawaï récolte beaucoup de bénéfices économiques. Beaucoup d'argent de l'État contribuant à la santé publique, à l'éducation et dans d'autres branches et secteurs économiques. Les natifs d'Hawaï, comme beaucoup d'autres dans le Pacifique et en Amérique, ont les statistiques les plus élevées en termes de pauvreté, en termes de violence, en termes de toxicomanie et d'alcoolisme, en termes d'échecs scolaires et ont une espérance de vie en dessous de la moyenne. Et donc, être américain revient à se garantir d'une sécurité économique. Et cela a souvent été un argument républicain contre l'indépendance. Mais pour beaucoup d'autres personnes, cela est surtout une question de justice et corriger les fautes qui ont été faites, notamment en 1893 et encore une fois en 1898 et pour finir en 1959 avec l'intégration d'Hawaï en tant que 51e État des États-Unis. C'est une question de contrôle des ressources comme nos terres, de nos océans. Il s'agit de pouvoir avoir la liberté de recréer nos propres modèles, qu'ils soient sociaux ou économiques, de façon à ce que tout cela soit plus cohérent par rapport à notre culture. Puisque pour l'instant, aucun modèle qui émane des États-Unis ne se trouve être efficace dans nos communautés. Et il y a beaucoup de gens dans la communauté hawaïenne qui militent pour l'idée de gérer eux-mêmes leurs institutions. Et ainsi d'avoir beaucoup plus de contrôle sur nos ressources, sur nos institutions sociales, la manière dont notre culture est commercialisée et mise en valeur, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, où ce sont les étrangers qui retirent des bénéfices de l'industrie du tourisme. Et dans tout cela, les natifs hawaïens ne retirent aucun bénéfice. Il y a beaucoup de connexions dans le Pacifique francophone et anglophone. La manière dont le Pacifique a été divisé, que ce soit les francophones, les anglophones, la Polynésie, la Micronésie ou encore la Mélanésie, que ce soit un État indépendant ou alors incorporé dans de plus grands pays, comme Hawaï au sein des États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces sociétés-là sont modernes,
Les divisions dans le Pacifique qui ont été introduites par les pays colonisateurs ont cherché à déconnecter les peuples du Pacifique entre eux. Je crois en un état originel des liens qui existaient dans le Pacifique. Parce que nous partageons ensemble tellement de choses. Et par exemple, dans ce festival du silo, je me suis retrouvée tellement de fois à être en harmonie avec ce qui se disait autour de moi. Lorsque les auteurs du Pacifique francophone parlaient de ce qu'ils écrivaient, de leurs problèmes sociaux, politiques, et j'ai vu chez eux la même réaction lorsque nous, les auteurs du Pacifique anglophone, évoquions nos difficultés, mais aussi sur les choses qui nous inspirent. Donc les festivals internationaux du livre comme celui de Tahiti, celui de Nouvelle-Calédonie, représentent des instruments pour exprimer tout cela. Parce que je pense que c'est ça qui fait de nous des humains, ce qui nous sépare des autres espèces. Parce qu'on ne se borne pas à juste survivre ou à suivre un chemin qui nous mène de la naissance jusqu'à la mort. Mais au contraire, nous sommes inspirés par le monde qui nous entoure pour créer. Pour chanter, pour danser, pour peindre, pour créer avec des mots, des images. Et c'est quelque chose que nous devrions célébrer beaucoup plus dans cette vaste région qu'est le Pacifique. Et je trouve ça très inspirant de venir dans le Pacifique francophone et de voir ce qui fait de la Nouvelle-Calédonie, de Nouméa et peut-être de la Mélanésie quelque chose de différent. Et qui fait quelque chose de différent par rapport à ma partie polynésienne du Pacifique. Mais aussi et en même temps, de voir autant de choses qui nous lient les uns les autres. Par exemple dans l'art culinaire, en passant par le type de langage que nous parlons, jusqu'aux motifs et aux matériaux que nous utilisons dans les arts. C'est vraiment incroyable de voir qu'il y ait autant de diversité dans le Pacifique. Et en voyageant pour partir à la rencontre des autres, et en échangeant et en surmontant ces nouvelles barrières que sont le langage, nous pouvons alors renouer des connexions qui ont été établies depuis le temps de nos ancêtres.